Mesdames, Messieurs, je suis heureux d'ouvrir ce 14e colloque de la Commission des sanctions. Comme l'année passée, nous vous accueillons ici au Palais Brongniart, mais dans cette salle, mais aussi à distance, puisque plus de 170 personnes se sont connectées et nous suivent en direct. Je voudrais tout d'abord saluer Madame Marie-Hélène Trick, qui a œuvré pendant 10 années au sein de la Commission, qui l'a présidée pendant ces 5 dernières années. Je vous adresse, Marie-Hélène, à mon nom personnel et au nom de l'ensemble des membres de la Commission, nos plus vifs remerciements pour votre implication personnelle dans tout le travail réalisé sous votre présidence efficace et conviviale. En 10 ans, la Commission a rendu 206 décisions de sanctions, ce qui donne une idée de l'investissement qui a été le vôtre et celui de l'ensemble des membres de la Commission. À ce sujet, je souhaite également saluer messieurs Bernard Field, Bruno Gisard et Christophe Lepitre, qui viennent de quitter la Commission au terme de leur mandat. Ils nous ont énormément apporté par leurs compétences, leur expérience et leur sens du travail collectif, et à eux aussi, j'adresse mes plus sincères remerciements. À la suite de ces départs, la Commission est sensiblement renouvelée dans sa composition. Je me réjouis tout d'abord de l'élection de M. Didier Guérin à la présidence de la deuxième section. Nous avons déjà l'habitude de travailler ensemble, nous allons continuer. Je salue par ailleurs l'arrivée de 4 nouveaux membres, Mme Valérie Bichel-Amselem, messieurs Frédéric Bompère, Alain David et Aurélien Hamel. À chacun, je souhaite la bienvenue. La richesse, la variété de vos parcours sont l'assurance que la Commission continuera d'accomplir ses missions avec le haut degré de compétences et d'exigence qui sont attendus d'elle. Car, chers collègues, vous rejoignez une instance qui repose sur un équilibre subtil. Ce qui la caractérise en tout premier lieu, c'est son indépendance, que chacun de ses membres doit incarner en toutes circonstances dans l'exercice de son mandat. Elle appelle donc de votre part un engagement, une impartialité sans faille. Depuis le début, cette indépendance qui répond aux exigences constitutionnelles et européennes sur la séparation des fonctions de poursuite et de jugement, cette indépendance est dans l'ADN de la Commission. Mais aussi, et c'est cela aussi qui fait sa spécificité, la Commission, pour indépendante qu'elle soit, est, de par la loi, une composante à part entière du régulateur. À ce titre, elle en partage les objectifs, la protection des épargnants, l'information des investisseurs et, d'une manière générale, le bon fonctionnement des marchés financiers. C'est donc cet équilibre subtil qu'il faut faire vivre, affaire après affaire, décision après décision, dans l'exercice par la Commission de sa mission au quotidien. Mais puisque nous sommes au début d'une nouvelle période, je voudrais dessiner un certain nombre de perspectives et de priorités d'action. Elles s'inscrivent largement dans les évolutions retracées l'année dernière par la présidente Marie-Hélène Trick. En premier lieu, parce qu'elle est un acteur de la régulation, la Commission se doit de faire œuvre de clarté et de pédagogie. Rendre des décisions lisibles, les faire connaître et s'assurer qu'elles sont comprises sont des priorités premières. Nous devons poursuivre nos efforts dans ce domaine, d'abord en simplifiant la rédaction de nos décisions afin de les rendre plus intelligibles. Sur ce point, une réflexion sera engagée portant sur la structure des décisions et notamment sur la citation des textes applicables. Ensuite, en renforçant encore l'accessibilité de nos décisions, beaucoup a déjà été fait pour rendre plus visible la jurisprudence de la Commission. Je pense en particulier au comité de presse, publié en français et en anglais, et bien sûr au recueil de jurisprudence. Il faut naturellement pérenniser ces outils qui sont très utiles, ce qui passe par l'actualisation du recueil. Nous pouvons aller plus loin. Aussi, nous allons mener une réflexion sur la création d'instruments nouveaux permettant de présenter l'évolution de la jurisprudence rendue sur des thèmes particuliers. Deuxième lieu encore, la Commission, comme je viens de le dire, est une composante de l'autorité des marchés financiers et elle doit s'attacher à ce titre à prendre en compte les missions du régulateur dans son appréciation des questions qui lui sont soumises, en particulier des questions nouvelles. Car l'interprétation donnée au texte par la Commission a des impacts concrets et immédiats sur les acteurs, et notamment sur les professionnels régulés. À cet égard, la Commission continuera à se montrer attentive aux enjeux en présence et aux conséquences de ces décisions. En troisième lieu, un objectif de sécurité juridique, évidemment, s'impose pour l'action de la Commission. Aussi, le respect des droits de la défense est une préoccupation constante de ses membres, vous le savez, et en atteste, me semble-t-il, la lecture de ces décisions. Le contradictoire est un principe cardinal tout au long de la procédure de sanction, et notamment lors des séances de la Commission auxquelles ses membres attachent une grande importance. Les paroles qui y sont prononcées, les échanges qui s'y produisent permettent souvent, à la faveur des questions posées aux parties prenantes et des réponses apportées par eux, de serrer au plus près la réalité d'une affaire, au-delà de la seule consultation des pièces de la procédure.
Et bien sûr, l'objectif de sécurité juridique exige aussi que la Commission continue, comme elle l'a fait jusqu'ici, de prendre en compte de façon scrupuleuse les décisions des juridictions de recours qui sont toujours riches d'enseignements. En dernier lieu, je veux dire l'attachement de la Commission à juger les affaires qui lui sont soumises dans des délais raisonnables. C'est une exigence à l'égard des personnes mises en cause et c'est un gage d'efficacité de ces décisions. Des progrès ont été faits au cours de la période récente. Si on prend en compte les décisions rendues cette année, le délai moyen entre la saisine de la commission des sanctions et la publication de la décision était d'environ 1 an. C'est déjà satisfaisant, mais nous allons poursuivre dans cette voie. C'est tout naturellement que j'en viens maintenant à vous présenter brièvement le bilan d'activité de la Commission et des juridictions de recours depuis le colloque de l'année dernière. Quelques chiffres. Évidemment, la crise sanitaire a impacté l'activité de la Commission. En 2020, la Commission a rendu 13 décisions, contre 19 en 2019 et 18 en 2018. Cependant, dès 2021, nous avons pu reprendre un rythme d'activité plus normal. 15 décisions de sanctions ont été rendues depuis le début de l'année. Et depuis le dernier colloque de la Commission, qui s'est tenu presque à 1 an jour pour jour, le 5 octobre 2020, c'est un total de 20 décisions de sanctions qui ont été rendues. Sur la même période, 9 décisions d'homologation d'accords de composition administrative ont été rendues. Et quant aux juridictions de recours, on dénombre au total 16 décisions, 7 de la Cour d'appel de Paris, 3 de la Cour de cassation et 6 du Conseil d'État. S'agissant des sanctions, la Commission a prononcé en 1 an un total de près de 62 millions d'euros de sanctions pécuniaires. Et dans une décision récente du 4 août dernier, sur laquelle je reviendrai dans un instant, la Commission a infligé un montant cumulé de sanctions pécuniaires de plus de 37 millions d'euros, ce qui constitue le montant le plus important jamais prononcé par elle. La Commission a également prononcé sur la même période 17 sanctions professionnelles, dont 7 avertissements, 8 blâmes et 2 interdictions professionnelles pendant 10 ans. Parmi les décisions rendues sur la période, je voudrais m'arrêter plus particulièrement sur 4 d'entre elles. 3 concernent des faits de manipulation de cours. La première décision a été rendue par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 25 mars dernier. La Cour a confirmé une décision de la Commission du 4 décembre 2019 qui avait sanctionné à hauteur de 20 millions d'euros un établissement financier ayant la qualité de spécialiste en valeur du Trésor pour avoir manipulé le cours d'obligations souveraines françaises et d'un contrat à terme sur ces obligations. Les 2 autres décisions ont été rendues par la Commission des sanctions, dont l'une du 28 mai dernier. Une société de droit allemand et son dirigeant ont été sanctionnés à hauteur de 1 200 000 euros pour chacun, pour manipulation de cours d'un contrat à terme, là encore sur des obligations souveraines françaises. Et dans l'autre décision du 4 août, la Commission a sanctionné une société de gestion, une société agissant comme table de négociation et une société de courtage, ainsi que 3 de leurs anciens salariés pour manipulation de cours et pour 4 mis en cause des manquements à leurs obligations professionnelles. Outre les sanctions pécuniaires dont j'ai déjà mentionné le montant, la Commission a prononcé plusieurs sanctions disciplinaires. Ces 3 affaires ont soulevé des questions intéressantes, parfois nouvelles, découlant de la dimension européenne des faits et tenant notamment à la compétence de l'autorité des marchés financiers et au respect du principe non bis in idem. Selon les cas, étaient en effet concernés des instruments financiers cotés dans un autre État membre ou encore des manipulations commises depuis l'étranger. La 4e décision que je souhaite évoquer est plus récente encore. Il s'agit d'un arrêt rendu le 16 décembre dernier par la Cour d'appel de Paris qui a rejeté le recours en annulation formé contre une décision de la Commission des sanctions du 11 décembre 2019. Dans cette affaire, la Commission avait sanctionné une société de presse pour avoir diffusé de fausses informations. Était en cause la publication par 2 journalistes de plusieurs dépêches reprenant en substance le contenu d'un communiqué de presse frauduleux faisant état d'informations négatives sur une société cotée, sans avoir procédé à la moindre vérification préalable. Si la Cour d'appel a réduit le montant de la sanction prononcée, elle a en revanche confirmé la caractérisation du manquement. Ce sont ces affaires et d'autres qui nous ont conduits à consacrer le thème de ce 14e colloque à l'Europe. Les 3 premiers illustrent la dimension européenne de l'action de l'AMF et les questions juridiques mais aussi pratiques qui peuvent en résulter, tenant notamment aux situations de compétences concurrentes de plusieurs autorités. L'affaire relative à la publication d'informations tirées d'un faux communiqué de presse illustre quant à elle les questions que peut soulever l'application de la réglementation européenne. Il était en effet question dans cette affaire du recours à l'article 21 du règlement sur les abus de marché relatif à la divulgation ou à la diffusion d'informations dans les médias. Le droit européen occupe en effet une place essentielle dans les sources du droit des marchés financiers, et notamment du droit des abus de marché, comme vous le savez.
À cet égard, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne participe, avec celle des juridictions nationales, et notamment la Cour de cassation et le Conseil d'État, à l'édification du corpus de règles de fond et de procédure applicables dans nos domaines d'intervention. Des arrêts importants ont été rendus au cours des derniers mois par ces juridictions et d'autres le seront prochainement. Ils impactent très concrètement les pouvoirs des enquêteurs de l'AMF et pour certains d'autres autorités, comme le souligne d'ailleurs un récent rapport du Conseil d'État sur les pouvoirs d'enquête de l'administration. C'est le cas par exemple des décisions de justice concernant les données de connexion de cette jurisprudence. Il sera question au cours de ce colloque. Mesdames et messieurs, la Commission attend beaucoup des débats qui vont s'ouvrir dans un instant. Ils nourriront ses connaissances et sa réflexion. J'espère je ne doute pas qu'ils vous seront également utiles à vous. Je ne peux donc terminer mon propos que par des remerciements à l'égard de ceux qui ont accepté d'apporter leur contribution à cet événement. Je remercie M. Sven Giegold, député européen, qui a accepté d'être notre keynote speaker. Voilà, il faudrait trouver un équivalent en français. Écoutez, je suis preneur de toute suggestion pour l'année prochaine. Je remercie aussi l'ensemble des participants aux tables rondes, représentants d'institutions européennes, magistrats, avocats, chercheurs, membres de la commission des sanctions et représentants de l'AMF, bien sûr, qui seront présentés tout à l'heure. Je remercie enfin Monsieur le Président Robert Oefel, toujours attentif aux travaux de la commission et qui va clôturer ce colloque. Et sans plus tarder, je cède la parole à Monsieur Giegold. Je vous remercie de votre attention.